Et si je vous disais qu'à 71 ans, j'ai découvert que je ne valais que 340 000 € pour mon propre fils, exactement la valeur de la maison qu'il voulait hériter? Je m'appelle Éléonore Beaumont, et préparez-vous, car ce que j'ai fait avec cet argent va vous laisser sans voix. Tout a explosé un matin de mars à Lyon, quand toute ma vie s'est écroulée avec une seule phrase que j'ai entendue cachée derrière la porte de la cuisine. Il était 6h30 du matin, et je m'étais réveillée plus tôt pour préparer le petit déjeuner pour mon fils Thomas et ma belle-fille Camille, comme je le faisais religieusement depuis 3 ans, depuis qu'ils étaient venus vivre, temporairement, chez moi après avoir perdu leur appartement. La maison était enveloppée dans une brume froide typique de Lyon, et le silence de l'aube fut brisé par des chuchotements venant de la cuisine. Je me suis approchée pieds nus, mon cœur battant la chamade sans savoir pourquoi. L'air matinal portait encore l'odeur du café que j'avais préparé la veille au soir, mélangé au parfum délicat des jonquilles que je cultivais dans le petit jardin que j'entretenais avec tant d'amour depuis des décennies. Les mots que j'ai entendus ont glacé mon sang plus efficacement que le vent froid de mars qui s'infiltrait par les fentes des fenêtres anciennes. Camille, nous devons nous débarrasser de ma mère cette fois. Elle étouffe notre relation, a dit Thomas avec une froideur qui m'a glacé l'épine dorsale. Mon fils. Mon Thomas. L'enfant que j'avais porté 9 mois, que j'avais allaité, que j'avais consolé lors de ses cauchemars, que j'avais encouragé lors de ses premiers pas. Ce même Thomas parlait de moi comme d'un problème à résoudre. Je suis entièrement d'accord. Toujours collé à nous, toujours voulant voyager ensemble. C'est embarrassant, Thomas. Mes amis me demandent pourquoi nous devons toujours emmener ta mère partout. Ma respiration s'est arrêtée. Ma main tremblante s'est accrochée au mur pour ne pas m'effondrer. Ils parlaient de moi comme si j'étais un fardeau. Un obstacle à leur bonheur. Ce sera la 4e fois que nous voyageons sans elle. Cette fois à Nice, et elle ne se doutera de rien. Je vais l'inventer que le voyage a été annulé. Nice. La Côte d'Azur. Cette région magnifique dont j'avais toujours rêvé, que j'avais vue tant de fois dans les magazines de voyage que j'achetais secrètement et que je feuilletais le soir, seul dans ma chambre, en imaginant marcher sur la promenade des Anglais, sentir la brise méditerranéenne sur mon visage, goûter la soca dans les petits restaurants locaux. Parfait. Nous aurons enfin de vraies vacances, comme un couple normal. Sans belle-mère contrôlante qui gâche notre intimité. Contrôlante? Moi? La même qui lavait leurs vêtements, cuisinait leurs repas, payait toutes les factures de la maison et donnait encore de l'argent quand ils en avaient besoin? La même qui avait élevé Thomas toute seule après que Pierre, mon mari, soit mort dans un accident de travail quand notre fils n'avait que 14 ans? La même qui avait travaillé des heures supplémentaires pendant des années pour lui offrir des études, des vacances, une enfance heureuse malgré l'absence de son père? Je suis retournée dans ma chambre en chancelant, les larmes brûlant mes yeux comme de l'acide. Chaque marche de l'escalier craquait sous mes pieds, ces mêmes marches que j'avais montées et descendues des milliers de fois en 40 ans de vie dans cette maison. Je me suis assise sur le même lit où tant de nuits j'avais pleuré seule, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison. La chambre qui avait été le témoin de toute ma vie, mes nuits blanches quand Thomas était bébé, mes pleurs silencieux après la mort de Pierre, mes moments de solitude croissante ces dernières années. Les murs couleur lavande que j'avais peints moi-même, les rideaux que j'avais cousus avec amour, les photos de famille qui me regardaient maintenant avec une ironie cruelle. Mais alors, pour la première fois depuis des années, quelque chose de différent s'est produit en moi. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était une révolte ardente, une indignation qui faisait bouillir mon sang dans mes veines. Il vivait dans Emma Maison, la maison que j'avais achetée avec 40 ans de travail acharné comme employé de la poste. Il mangeait Emma nourriture, dépensait M1 argent, utilisait M1 électricité, M1 chauffage, M1 internet, et pourtant il me traitait comme un poids mort. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre qui donnait sur le petit jardin que j'entretenais avec tant de soin. Mes rosiers commençaient tout juste à bourgeonner, mes tulipes pointaient leur tête colorée vers le soleil timide du printemps. Ce jardin où Thomas avait joué enfant, où il avait appris à faire du vélo, où nous avions fêté ses anniversaires.
Ce même Thomas qui maintenant complotait pour m'exclure de sa vie. 2 heures plus tard, Thomas est apparu dans ma chambre avec ce sourire hypocrite que je reconnaissais maintenant parfaitement. Il portait le pull en laine que je lui avais tricoté l'hiver dernier, celui qu'il avait d'abord refusé en disant que personne ne porte plus de pull tricoté main, mais qu'il avait finalement accepté quand Camille avait dit qu'il était vintage et cool. Maman, j'ai une nouvelle ennuyeuse. Le voyage à Nice a été annulé. Problème avec la réservation de l'hôtel. J'ai regardé profondément dans ses yeux, ces mêmes yeux bruns que j'aimais tant quand il était enfant, ces yeux qui s'illuminaient quand je lui racontais des histoires le soir, ces yeux qui cherchaient le réconfort dans les miens quand il avait peur ou mal, et j'ai senti mon cœur se briser définitivement. Quel dommage, mon fils. J'étais très enthousiaste à l'idée de découvrir la Côte d'Azur, ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Eh bien, tu sais comment c'est, ces choses arrivent. Peut-être à une prochaine occasion. Prochaine occasion? Quelle prochaine occasion? J'avais 71 ans. Combien d'occasions me restait-il encore de vivre? Combien de printemps, combien d'étés, combien de voyages de rêve pouvais-je encore espérer? L'ironie était amère, lui qui se plaignait constamment du manque d'argent, lui qui empruntait régulièrement juste 50 € jusqu'à la fin du mois, lui qui n'avait jamais eu de travail stable, osait maintenant s'offrir des vacances luxueuses avec M1 argent tout en me mentant effrontément. Cet après-midi-là, pendant qu'ils sortaient, pour régler des choses, probablement pour finaliser les préparatifs de leur voyage secret, je suis resté seul avec mes pensées. Le silence de la maison résonnait de ma solitude accumulée au fil des années. J'étais devenu invisible, un fantôme qui hantait ses propres enfants. Je me suis promené dans ma maison comme si je la voyais pour la première fois. Chaque objet racontait une histoire, le vase que Pierre m'avait offert pour notre 10e anniversaire de mariage, les livres de cuisine annotés de ma propre écriture, les photos de Thomas à différents âges qui décoraient le manteau de la cheminée. Cette maison était imprégnée de mes souvenirs, de mon travail, de ma vie entière. C'est alors qu'une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée si audacieuse, si impensable, qu'elle m'a fait sourire pour la première fois depuis des mois. S'ils ne me voulaient pas près d'eux, si j'étais seulement un fardeau, alors peut-être qu'il était temps de me libérer de ce fardeau aussi. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marcel Dubois, l'agent immobilier qui m'avait aidé à acheter la maison 20 ans auparavant. Marcel, un homme de confiance qui avait toujours été honnête avec moi, qui connaissait la valeur sentimentale que cette maison représentait pour moi. Marcel? C'est Éléonore Beaumont. J'ai besoin que tu viennes ici demain. Je veux vendre ma maison. De l'autre côté de la ligne, un silence perplexe. Éléonore? Mais, es-tu sûre? C'est une décision très importante. Cette maison représente toute ta vie. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie, Marcel. Je veux tout vendre et je veux que ce soit rapide. Il y a eu une pause. Je pouvais l'entendre réfléchir, pesant ses mots avec soin. Éléonore, pardonne-moi de te demander ça, mais, est-ce que tout va bien? Cette décision me semble si, soudaine. Tout va très bien, Marcel. Pour la première fois depuis longtemps, tout va parfaitement bien. Je sais exactement ce que je fais. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui près de la fenêtre du salon, où je m'installais chaque matin pour boire mon café en regardant le jardin, et j'ai senti une sensation étrange m'envahir. C'était de la liberté. Pour la première fois depuis des années, je prenais une décision pour moi, rien que pour moi. La soirée est passée dans un silence inhabituel. Thomas et Camille sont rentrés tard, probablement après avoir finalisé leurs arrangements secrets. Ils ont dîné rapidement, parlé à voix basse, et sont montés se coucher tôt. Moi, je suis resté éveillé une grande partie de la nuit, regardant par la fenêtre les lumières de Lyon scintiller au loin, imaginant déjà ma nouvelle vie. Au petit matin, j'ai préparé le café comme d'habitude, mais avec un sentiment différent. Ce n'était plus une routine automatique de servitude, c'était peut-être l'une des dernières fois que je le faisais dans cette cuisine. Et étrangement, cela ne me rendait pas triste. Cela me rendait légère.
Et vous n'avez aucune idée de ce que j'ai fait avec cet argent. Si vous voulez découvrir comment une dame de 71 ans a réussi à donner la plus grande leçon de vie de son existence et à choquer tous ceux qui l'avaient sous-estimée, continuez à regarder. Parce que ce qui se passe dans le prochain chapitre va complètement changer votre perspective sur la vengeance, la justice et la vraie valeur d'une mère. Arrivez-vous à imaginer la tête de votre propre fils quand il découvre que la maison où il vit a été vendue sans qu'il le sache? Eh bien, préparez-vous car c'est exactement ce qui s'est passé, et sa réaction a été encore plus choquante que ce à quoi je m'attendais. Marcel est arrivé le lendemain matin ponctuellement à 9 heures. C'était un homme élégant de 58 ans, aux cheveux grisonnants bien peignés, qui me connaissait depuis des décennies. Nous nous étions rencontrés quand il était encore un jeune agent immobilier ambitieux et moi une veuve déterminée à offrir un foyer stable à son fils. Quand il a ouvert la porte et vu ma détermination, il a immédiatement perçu que quelque chose avait changé en moi. « Éléonore, tu sembles différente. » Plus résolue, a-t-il dit en entrant dans le salon que j'avais décoré avec tant de soin au fil des années. « Marcel, je vais être direct. Je veux vendre cette maison le plus rapidement possible. Prix juste du marché, sans sentimentalisme. Combien de temps as-tu besoin ? » Il a parcouru la maison, évaluant chaque pièce avec un regard professionnel. La maison était impeccable, je l'avais toujours maintenue ainsi. 3 chambres, 2 salles de bain, jardin bien entretenu, emplacement privilégié dans le 3e arrondissement de Lyon. Chaque coin reflétait les 40 années de ma vie, les moulures que j'avais fait restaurer, le parquet en chêne que Pierre et moi avions choisi ensemble, la cuisine que j'avais rénovée après sa mort pour garder mes mains et mon esprit occupés. Marcel s'est arrêté devant la cheminée du salon, où trônaient les photos de famille. Il a pris délicatement le cadre argenté qui montrait Thomas à l'âge de 10 ans, souriant avec ses 2 dents de devant manquantes. « Éléonore, cette maison c'est toute ta vie. Es-tu vraiment sûre de vouloir faire ça ? Thomas et Camille, ils savent ? Non, ils ne savent pas. Et ils n'ont pas à savoir pour le moment. Cette maison est à moi, Marcel. Mon nom sur l'acte de propriété, mes économies qui ont payé chaque brique, chaque tuile, chaque ampoule. » Il a hoché la tête lentement, comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une décision impulsive. Considérant le marché actuel et l'excellent état de la propriété, je dirais qu'en 2 semaines je peux trouver un acheteur sérieux. La valeur estimée tourne autour de 340 000 euros. 340 000 euros. Le même montant que Thomas avait mentionné dans une conversation avec Camille des mois auparavant, quand il pensait que je n'entendais pas « quand maman mourra, nous hériterons d'une bonne somme avec la maison », avait-il dit. Comme si j'étais seulement un investissement en attente de liquidation. Parfait, Marcel. Conclut l'affaire. Cet après-midi-là même, j'ai commencé à agir. Pendant que Thomas et Camille étaient dehors en train de régler des choses, j'organisais en réalité ma libération. J'ai pris tous mes documents importants, de vieilles photos de famille, quelques bijoux que ma mère m'avait laissés, et j'ai commencé à les séparer dans une petite valise. Chaque photo que je trouvais était un coup de poignard au cœur. Thomas enfant, souriant dans mes bras lors de son premier jour d'école. Thomas adolescent, fier à côté de son père devant cette même maison que nous venions d'acheter. Thomas adulte le jour de son mariage, m'embrassant avec tant de tendresse devant l'église Saint-Nizier. Quand était-il devenu cet étranger qui me voyait comme un fardeau ? Je me suis arrêté sur une photo particulière, Thomas et Pierre dans le jardin, construisant ensemble la petite cabane en bois qui était toujours là, maintenant envahie par le lierre. Pierre lui apprenait à planter des radis, ses grandes mains guidant les petites mains de notre fils. « Un jour, cette maison sera à toi, mon garçon », lui avait dit Pierre ce jour-là. « Prends en soin, et prends soin de ta maman. » Les larmes ont coulé malgré moi. Pierre, s'il savait comment son fils me traitait maintenant, il se retournerait dans sa tombe. Le lendemain, Marcel a amené les premiers intéressés. Un jeune couple avec une petite fille, tous 2 médecins à l'hôpital de Lyon. Docteur. Sarah Lemoine est docteur. Antoine Moreau, un couple charmant dans la trentaine qui cherchait une maison familiale.
Ils sont tombés amoureux immédiatement de la maison, et moi d'eux. En voyant l'enfant courir dans le jardin, je me suis souvenu de quand Thomas jouait là-bas des décennies auparavant. « Madame, vous allez regretter cette maison », a dit Dr. Lemoine, observant mon expression mélancolique tandis que je regardais sa fille examiner mes rosiers avec fascination. « Non », ai-je répondu avec une fermeté surprenante. « Cette maison a été mon foyer, mais maintenant elle doit être votre foyer. Une famille qui l'appréciera vraiment. Et vos fils ? Il ne vit pas ici avec vous ? A demandé Dr. Moreau avec délicatesse. Mon fils ? J'ai hésité un moment. Mon fils a sa propre vie maintenant. Il est temps qu'il apprenne à voler de ses propres ailes. En une semaine, tout était décidé. Les papiers signés, l'argent transféré sur mon compte. 340 000 € qui représentaient ma liberté. J'avais aussi ouvert un compte séparé, transféré mes économies, et préparé les documents pour résilier tous les services à mon nom, électricité, gaz, internet, téléphone, assurance habitation. Marcel s'était montré d'une efficacité remarquable, comprenant l'urgence émotionnelle de ma situation sans poser trop de questions. Pendant cette semaine, j'ai également pris rendez-vous chez le coiffeur pour la première fois depuis 2 ans. Marguerite, ma coiffeuse depuis 15 ans, a été surprise de me voir demander une coupe moderne. « Madame Beaumont, vous voulez vraiment couper tout ça ? Vos cheveux sont si beaux longs. » Marguerite, à 71 ans, j'ai décidé que la beauté c'était se sentir libre, pas suivre les conventions. Je suis sortie du salon avec une coupe courte et élégante qui me rajeunissait de 10 ans. Ensuite, je suis allée chez Galeries Lafayette et j'ai acheté 3 robes que je n'aurais jamais osé porter auparavant, colorées, modernes, qui me donnaient confiance en moi. C'est alors que Thomas et Camille sont revenus de leur voyage annulé, bronzés et détendus, clairement revenus de la Côte d'Azur. Ils sont entrés dans la maison en portant des valises et des cadeaux, conversant avec animation sur les restaurants merveilleux et les plages paradisiaques. L'ironie était cruelle, ils rentraient d'un voyage de rêve payé avec mon argent, dans une maison qui ne leur appartenait déjà plus. « Maman, que c'est bon que tu sois là. Nous avons rapporté un petit souvenir de Nice pour toi, a dit Thomas, me tendant une petite boîte avec des savonnettes. Nice. Exactement l'endroit d'où il venait de revenir, après m'avoir menti effrontément sur l'annulation du voyage. Le petit souvenir bon marché était une insulte supplémentaire à mon intelligence. Quelle gentillesse, Thomas. Comment est-il possible de rapporter des souvenirs d'un voyage qui a été annulé ? Le silence qui a suivi a été assourdissant. Thomas et Camille se sont regardés comme 2 criminels pris en flagrant délit. J'ai vu Camille pâlir et Thomas chercher désespérément une explication plausible. C'est-à-dire, nous, c'était un voyage de dernière minute, un ami a obtenu, a balbutié Thomas, son visage devenant rouge écarlate. Et où avez-vous trouvé l'argent pour ce voyage de dernière minute ? Ai-je demandé avec un calme glacial. Maman, nous avions quelques économies, a menti Camille, évitant mon regard. Arrêtez de me mentir, ai-je explosé avec une force que je ne savais pas posséder encore. Je sais que vous êtes allé à Nice. Je sais que vous avez menti sur l'annulation. Et vous savez quoi ? Cela n'a plus d'importance maintenant. Maman, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Thomas. D'ailleurs, si, il y a quelque chose. J'ai quelque chose de très important à vous dire. J'ai respiré profondément, sentant une étrange sensation de pouvoir parcourir mon corps. C'était le moment que j'avais répété dans ma tête 100 fois cette semaine. J'ai vendu la maison. Le silence qui a suivi était si profond qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge du salon. Thomas et Camille m'ont fixé comme si j'avais parlé en chinois. Les valises de leur voyage clandestin sont tombées de leurs mains avec un bruit sourd sur le parquet. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a chuchoté Thomas, sa voix à peine audible. « J'ai dit que j'ai vendu la maison. Toute la documentation a déjà été signée. Les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. » Camille a laissé tomber les achats par terre avec un bruit sec. Ses souvenirs de Nice se sont éparpillés sur le sol, une bouteille d'huile d'olive,
une boîte de calissons, des cartes postales. Thomas s'est appuyé contre le mur, son visage perdant toute couleur. Tu ne peux pas avoir fait ça. Cette maison est aussi la nôtre. Nous vivons ici, a crié Camille, perdant complètement sa contenance pour la première fois depuis que je la connaissais. Non, ma chère. Cette maison a toujours été la mienne. Vous ne faisiez qu'y habiter. Et maintenant vous devrez chercher un autre endroit. Maman, tu es devenue folle? Où allons-nous vivre? Et l'argent de la vente? A demandé Thomas, sa voix chargée de désespoir et de cupidité. J'ai regardé mon fils, cet homme de 45 ans qui me traitait comme un fardeau inutile, et j'ai senti un calme étrange s'emparer de moi. Pour la première fois depuis des années, j'avais le contrôle de la situation. L'argent, Thomas? Ah, l'argent? Eh bien, c'est un sujet pour notre prochaine rencontre. S'il y en a une. Thomas a fait un pas vers moi, son expression devenant plus agressive. Maman, arrête ces bêtises. Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. Nous avons des droits. Quels droits, Thomas? Le droit de vivre gratuitement dans ma maison? Le droit de me mentir? Le droit de me traiter comme une gêne? J'ai sorti de mon sac les clés de la maison et les ai posées sur la table basse. Vous avez jusqu'à vendredi pour déménager. Les nouveaux propriétaires sont des gens charmants, Docteur Lemoine et Docteur Moreau. J'espère qu'ils seront plus heureux ici que nous ne l'avons été ces derniers temps. Camille s'est mise à pleurer, réalisant enfin la gravité de la situation. Éléonore, vous ne pouvez pas faire ça. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas d'argent pour un appartement. Vous auriez dû y penser avant de gaspiller mon argent en voyage secret à Nice. Vous auriez dû y penser avant de me traiter comme une intruse dans ma propre maison. Je me suis dirigé vers l'escalier, ma petite valise à la main. Où vas-tu? A demandé Thomas, sa voix brisée. Je vais commencer ma nouvelle vie, Thomas. Une vie où je ne serai plus un fardeau pour personne. En montant les marches pour la dernière fois, j'ai entendu Camille sangloter et Thomas donner des coups de poing dans le mur. Mais pour la première fois depuis des années, leurs émotions ne m'atteignaient plus. J'étais libre. Dans ma chambre, j'ai pris les dernières affaires que je voulais emporter, la bague de fiançailles de ma mère, une photo de Pierre et moi le jour de notre mariage, et étrangement, une photo de Thomas enfant, pas l'homme qu'il était devenu, mais l'enfant innocent qu'il avait été. Avant de partir, j'ai laissé une enveloppe sur la table de chevet de Thomas. À l'intérieur, j'avais écrit: Mon cher Thomas, si tu lis cette lettre, c'est que tu as enfin compris que les actions ont des conséquences. J'espère qu'un jour tu comprendras que l'amour d'une mère n'est pas inconditionnel quand elle n'est pas respectée. La maison était tout ce que j'avais de plus précieux. Maintenant, elle appartient à une famille qui l'appréciera. Peut-être qu'un jour, quand tu auras appris la valeur du respect, nous pourrons nous retrouver. Ta mère qui t'aime toujours, malgré tout. Éléonore. En sortant de la maison pour la dernière fois, j'ai fermé la porte derrière moi sans me retourner. Marcel m'attendait dans sa voiture pour m'emmener à la gare. Éléonore, es-tu sûre de ce que tu fais? Marcel, pour la première fois depuis des années, je suis sûre de tout. Le train pour Paris partait dans 1 heure. J'avais 340 000 € sur mon compte, une petite valise, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de voir ce que demain m'apporterait. Pensez-vous que j'ai simplement pris l'argent et l'ai gardé à la banque? Que j'ai acheté une petite maison à la campagne pour vivre mes dernières années en paix? Si vous avez pensé cela, vous ne connaissez pas Éléonore Beaumont. Ce que j'ai fait avec ces 340 000 € était quelque chose que même moi je ne me croyais pas capable de faire. Une semaine après la vente, pendant que Thomas et Camille couraient désespérément à la recherche d'un appartement à louer, découvrant sur leur peau à quel point il est difficile d'obtenir un logement décent sans revenu fixe stable, j'étais assise dans un café charmant à Montmartre, Paris, planifiant méticuleusement ma nouvelle vie. Oui, Paris. La ville dont j'avais toujours rêvé de connaître vraiment, mais que Thomas trouvait toujours trop chère, trop fatigante pour une personne de votre âge, maman. Ironiquement,
maintenant j'avais tout le temps et l'argent du monde pour l'explorer. Le café, les deux moulins, était exactement comme je l'avais imaginé dans mes rêves, petite table ronde en marbre, chaise en osier, l'arôme du café fraîchement moulu mélangé au parfum des croissants chauds. Par la fenêtre, je pouvais voir la basilique du Sacré-Cœur se dresser majestueusement, ses dômes blancs brillant sous le soleil matinal de mars. Mais je n'étais pas seule dans ce café. À ma table était assise Brigitte Moreau, une femme élégante de 68 ans que j'avais rencontrée 3 jours auparavant au Louvre. Brigitte était veuve, comme moi, et avait vécu une situation très similaire à la mienne avec ses propres enfants. Nous nous étions reconnus instantanément, 2 femmes qui avaient donné leur vie pour leur famille et qui avaient été abandonnées quand elles avaient le plus besoin d'amour. « Éléonore, as-tu vraiment le courage de faire cela ?» a demandé Brigitte, ses yeux bleus brillant d'un mélange d'admiration et d'inquiétude. Brigitte m'avait raconté son histoire la veille, autour d'un verre de vin dans un petit bistrot près de Notre-Dame. Ses 2 filles l'avaient mise dans une maison de retraite contre sa volonté, avait vendu sa maison et divisé l'argent entre elles, prétendant que c'était pour son bien. Elle avait réussi à s'échapper, littéralement, et vivait maintenant sa propre aventure de liberté. Brigitte, ma chérie, pour la première fois depuis des années je me sens vraiment vivante. Savez-vous quelle a été la première chose que j'ai faite avec l'argent de la vente? J'ai fait une pause dramatique, savourant le moment. Le serveur, un jeune homme aux cheveux bouclés et au sourire charmant, nous a apporté nos cafés dans de délicates tasses en porcelaine. L'atmosphère parisienne m'enveloppait comme un cocon de possibilités infinies. J'ai acheté un billet de première classe pour les Maldives. Oui, les Maldives. Ce paradis tropical que Thomas disait toujours être de l'argent jeté par les fenêtres et un endroit pour les jeunes. Point. Brigitte a ri fort, attirant les regards curieux des autres clients du café. Son rire était contagieux, libérateur, comme celui de 2 complices planifiant la plus belle des évasions. Mais ce n'est pas tout, ai-je continué, me sentant comme une adolescente partageant des secrets. J'ai réservé la suite la plus luxueuse du resort. 15 jours de pur plaisir, massage, dîner romantique, oui, romantique, parce que j'ai rencontré un monsieur charmant de 74 ans dans l'avion, un professeur retraité de la Sorbonne appelé Henri Dubois. Les yeux de Brigitte se sont écarquillés de surprise et de joie. « Éléonore, tu ne m'avais pas dit ça. Raconte-moi tout. » Henri enseignait la littérature française. Imagine, un homme qui peut réciter Baudelaire de mémoire et qui trouve mes opinions sur Proust fascinantes. Quand Thomas apprenait que sa mère de 71 ans avait rencontré un homme dans un voyage aux Maldives. Mais j'anticipe dans l'histoire. J'ai sorti de mon sac une photo que Henri et moi avions prise sur la plage de l'hôtel, 2 personnes âgées, bronzées, souriantes, tenant des cocktails colorés avec des petits parasols. J'avais l'air plus heureuse que je ne l'avais été depuis des décennies. 3 jours après être arrivée à Paris, j'ai reçu un appel de Thomas. Sa voix était différente, moins arrogante, plus désespérée. En arrière-plan, j'entendais des bruits de carton et de déménagement. « Maman, où es-tu? Nous sommes allés à la maison et les nouveaux propriétaires ont dit que tu n'avais pas laissé d'adresse. »« Je suis à Paris, Thomas. »« Paris? Qu'est-ce que tu fais à Paris? »« Je vis, mon fils. Pour la première fois depuis des années, je vis vraiment. » Il y a eu une pause. J'entendais Camille pleurer en arrière-plan, probablement stressée par la recherche d'un logement. La réalité de leur situation commençait enfin à les frapper. « Maman, nous devons parler. À propos de la maison, de l'argent. Pouvons-nous nous rencontrer ?» Ah, maintenant il voulait parler. Maintenant que je n'étais plus disponible 24 heures sur 24 pour le servir, maintenant il ressentait mon absence. « Bien sûr que nous pouvons parler, Thomas. Je suis hébergé au Plaza Athénée. Tu connais? C'est cet hôtel 5 étoiles que tu disais toujours être de l'ostentation inutile. Point. » Le silence de l'autre côté de la ligne était délicieux. Je pouvais presque l'entendre calculer mentalement le coût d'une nuit dans cet hôtel. Le Plaza Athénée? Maman, tu sais combien ça coûte? Oui, Thomas.
Exactement 850 € par nuit pour la suite junior que j'occupe. Avec vue sur la cour d'honneur et service de chambre 24h24. C'est merveilleux. 2 heures plus tard, Thomas est apparu dans le lobby de l'hôtel. Le contraste était saisissant, lui dans ses vêtements froissés, clairement stressé et fatigué, et l'élégance feutrée du Plaza Athénée avec ses marbres, ses dorures et ses immenses bouquets de fleurs fraîches. J'étais assise dans un fauteuil en velours bordeaux, portant la robe bleu marine que j'avais achetée chez Galeries Lafayette, quelque chose que je ne m'étais jamais permis avant, économisant toujours chaque centime pour assurer le confort de Thomas et Camille. Quand il m'a vu, il s'est figé. Je n'étais plus l'Éléonore courbée et effacée qu'il connaissait. Mes cheveux étaient arrangés dans un salon chic, je portais un maquillage subtil mais élégant, et ma posture irradiait la confiance. Maman, tu es différente. Je vais bien, Thomas. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Il s'est assis en face de moi, visiblement mal à l'aise dans l'environnement luxueux. Un serveur en uniforme impeccable nous a apporté un plateau avec du thé et des petits fours. Thomas regardait tout cela avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Maman, à propos de la maison, je sais que nous étions contrariés, mais ne penses-tu pas que c'était un peu extrême? Où allons-nous vivre maintenant? Thomas, laisse-moi te raconter quelque chose que tu ne sais peut-être pas. Au cours des 3 dernières années, depuis que vous êtes venu vivre temporairement chez moi, j'ai dépensé 47 000 € pour vous entretenir tous les deux. Courses au supermarché, factures d'électricité, d'eau, de gaz, internet, assurance santé de Camille, la voiture que vous utilisez. Tout payé par moi. Il a baissé la tête, incapable de me regarder dans les yeux. J'ai sorti de mon sac un petit carnet où j'avais méticuleusement noté toutes les dépenses. Regarde, Thomas. Janvier 2022, 1,247 €. Février, 1,389 €. Mars, 1,156 €. Et ainsi de suite, mois après mois. Sans compter les petits prêts de 50 ou 100 € que tu me demandais régulièrement et que tu n'as jamais remboursés. Et sais-tu ce que j'ai reçu en échange? Mépris. Exclusion. Mensonge. Vous m'avez traité comme une ombre dans ma propre maison. Maman, je n'ai pas fini de parler. Ma voix a sonné plus ferme que je ne l'attendais, faisant se retourner quelques autres clients de l'hôtel. J'ai entendu vos conversations sur moi comme si j'étais un fardeau. J'ai entendu quand tu as dit qu'il était embarrassant de m'emmener en voyage. J'ai entendu quand Camille m'a appelé belle-mère contrôlante. Thomas est devenu pâle. Il savait exactement de quelle conversation je parlais. Vous avez menti sur 4 voyages consécutifs. 4. Et le dernier mensonge a été la goutte qui a fait déborder le vase. Pendant que vous vous bronziez à Nice, j'étais ici en train de découvrir que je pouvais encore être heureuse. Maman, où veux-tu en venir avec tout cela? J'ai souri. Un sourire qu'il n'avait jamais vu sur mon visage auparavant. Je veux en venir au fait que les 340 000 € de la vente de la maison ne sont plus sur mon compte courant, Thomas. Son visage est devenu livide. Il a posé sa tasse de thé si brusquement qu'elle a fait un bruit contre la soucoupe. Que as-tu fait avec l'argent? Une partie, je l'ai dépensé pour moi pour la première fois de ma vie. Vêtements, hôtel, voyages, expériences que vous m'avez toujours refusées. L'autre partie? J'ai fait une pause, savourant le moment. L'autre partie, je l'ai donnée. Donnée? Il a pratiquement crié, faisant que d'autres clients de l'hôtel se retournent pour regarder. Oui, Thomas. J'ai donné 200 000 € à une institution de charité qui s'occupe de personnes âgées abandonnées par leurs propres enfants. Ironiquement, c'est un problème plus courant qu'on ne l'imagine. Thomas s'est levé si brusquement qu'il a renversé sa chaise. Le bruit a résonné dans le lobby élégant comme un coup de tonnerre. Tu es devenue folle. C'était notre héritage. Cet argent devait nous revenir. Votre héritage, ai-je répété, ma voix montant d'un ton. Depuis quand mes biens vous appartiennent-ils?
Depuis quand ma mort était-elle un événement que vous attendiez avec impatience? Les mots sont sortis de ma bouche avec une force que je ne me connaissais pas. Autour de nous, le lobby du Plaza Athénée s'était tu, les autres clients observant discrètement cette confrontation familiale dramatique. Thomas, assieds-toi et laisse-moi finir. Il s'est rassis, tremblant de rage et de désespoir. Les 200 000 € sont allés à la Fondation Âge d'Or, qui aide les personnes âgées victimes de négligence familiale. J'ai également donné 50 000 € à l'hôpital où ton père est mort, pour financer une bourse d'études en son nom. Et les 90 000 € restants? Il reste encore de l'argent, a-t-il demandé avec un espoir pathétique dans la voix. Il reste de l'argent, oui. Mais pas pour vous. J'ai sorti de mon sac une brochure colorée que j'avais gardée comme souvenir. Ces 90 000 € financent mon tour du monde, Thomas. Maldives, Thaïlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon. 6 mois de voyage que j'ai toujours rêvé de faire et que vous avez toujours qualifié de « fantaisie de vieille dame ». Point. Thomas me regardait comme si j'étais devenue une étrangère complète. Et Henri m'accompagne sur une partie de ce voyage. Nous avons prévu de nous retrouver en Thaïlande le mois prochain. Henri? Qui est Henri? Un homme merveilleux que j'ai rencontré aux Maldives. Un homme qui m'écoute, qui respecte mes opinions, qui ne me voit pas comme un fardeau. Un homme qui me fait rire et qui trouve mes histoires intéressantes. Pour la première fois, j'ai vu des larmes dans les yeux de Thomas. Pas de colère ou de frustration, mais de regret véritable. Maman, qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez pris une mère pour acquise, Thomas. Vous avez oublié que l'amour et le respect doivent être réciproques. Vous avez traité votre propre mère comme une servante gratuite. Je me suis levé, prenant mon sac et ajustant ma veste élégante. Maintenant, si vous voulez m'excuser, j'ai rendez-vous avec Brigitte pour visiter le musée d'Orsay. Nous avons également réservé une table chez le Grand Véfour pour le dîner. En me dirigeant vers la sortie de l'hôtel, j'ai entendu Thomas m'appeler. Maman, attendez. Nous pouvons arranger les choses. Je suis désolé. J'ai fait demi-tour et les regardé une dernière fois. Thomas, les excuses sont un bon début. Mais les actions parlent plus fort que les mots. Quand tu auras appris à respecter ta mère, peut-être que nous pourrons reconstruire notre relation. Jusqu'à là. J'ai fait une pause, sentant le poids de toutes ces années de souffrance silencieuse. Jusqu'à là, je vais vivre ma vie comme j'aurais dû le faire depuis des années. Pour moi. En sortant du Plaza Athénée, j'ai senti une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Paris s'étendait devant moi comme un livre ouvert plein de possibilités, et pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de tourner la page suivante. Pensez-vous que l'histoire se termine ici? Avec Thomas découvrant que l'héritage qu'il considérait déjà comme sien avait disparu? Non, mes chers. La fin de cette histoire est bien plus bouleversante que tout ce que nous aurions pu imaginer, surtout pour moi. Thomas est sorti de l'hôtel ce jour-là sans dire un mot. Il s'est simplement levé et est parti, son visage mélange de colère, d'incrédulité et de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. La peur d'avoir perdu non seulement l'argent, mais quelque chose de bien plus précieux. 3 mois se sont écoulés. 3 mois où j'ai vécu plus intensément que je ne l'avais fait au cours des 10 dernières années. J'ai voyagé en Toscane, où j'ai appris à faire des pâtes avec une famille italienne adorable qui m'a accueilli comme leur propre grand-mère. Je suis allé aux Maldives, où j'ai retrouvé Henri, oui, ce professeur de la Sorbonne que j'ai mentionné. Nous avons visité Prague, marché dans les rues pavées de Lisbonne, et j'ai même fait une croisière en Méditerranée. Chaque matin je me réveillais enthousiaste avec les possibilités de la journée. Chaque soir je m'endormais reconnaissante pour les expériences vécues. C'était comme si à 71 ans j'étais enfin vraiment née. En Toscane, j'ai séjourné dans un agriturismo près de Florence, où Signora Benedetta, une femme de 78 ans pleine de vie, m'a enseigné non seulement à faire des raviolis, mais aussi à voir la beauté dans les petites choses. Éléonore, me disait-elle dans son français approximatif, la vita est bella quand tu choisis de la voir bella.
Henri et moi nous sommes retrouvés à Rome, où nous avons passé des heures dans les musées du Vatican, débattant sur l'art de la Renaissance comme deux étudiants passionnés. Il me citait Dante en italien, et moi je lui récitais les poèmes de Louise Labbé que j'avais appris au lycée. Nous formions un couple improbable mais merveilleux, prouvant que l'amour n'a pas d'âge. Mais c'est par un après-midi pluvieux de septembre, quand je revenais d'un cours de peinture à Montmartre, oui, j'avais découvert que j'avais un talent caché pour l'aquarelle, que j'ai reçu un appel qui changerait tout à nouveau. Madame Beaumont ? Ici docteur Laurent, de l'hôpital Saint-Joseph de Lyon. Votre fils Thomas est hospitalisé ici. Il a eu un accident de voiture. Mon monde s'est arrêté. Toute la colère, toute la rancœur, toute la déception, tout a disparu instantanément. C'était mon fils. Mon petit garçon. Comment va-t-il ? Va-t-il s'en sortir ? Madame, il vaudrait mieux que vous veniez ici. Il demande après vous. J'étais en train de peindre des tournesols dans l'atelier de Madame Dubois, une artiste de 65 ans qui m'avait prise sous son aile créative. Mes mains, couvertes de peinture jaune, ont commencé à trembler de façon incontrôlable. Madame Dubois a immédiatement compris la gravité de la situation. Éléonore, qu'est-ce qui se passe ? Mon fils, il a eu un accident, je dois rentrer à Lyon. Je vous accompagne à la gare, a-t-elle dit sans hésitation, prouvant encore une fois que les vraies amitiés peuvent naître à tout âge. J'ai pris le premier TGV pour Lyon. Pendant tout le voyage de 2 heures, mes mains tremblaient incontrôlablement. À travers la fenêtre, je voyais défiler la campagne française, mais mon esprit était ailleurs. Je pouvais être blessé par Thomas, je pouvais être déçu par ses attitudes, mais il restait mon fils. Le même petit garçon que j'avais bercé quand il faisait des cauchemars, que j'avais soigné quand il était malade, que j'avais élevé seul avec tant d'amour. Dans le train, une jeune femme assise en face de moi a remarqué mon état. « Madame, ça va ? Vous avez l'air très inquiète. » « Mon fils, il est à l'hôpital, ai-je murmuré, les larmes commençant à couler. « Je suis infirmière, a-t-elle dit gentiment. « Si vous voulez parler. » Et je lui ai tout raconté. Cette inconnue bienveillante a écouté l'histoire de ma relation compliquée avec Thomas, sans me juger. À la fin, elle m'a pris la main. « Madame, peu importe ce qui s'est passé entre vous, c'est votre fils. L'amour d'une mère est la force la plus puissante au monde. » Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai trouvé Camille dans la salle d'attente. Elle pleurait, ses yeux rouges et gonflés. Son apparence m'a choquée, elle avait maigri, ses vêtements étaient simples et usés, très différents des tenues élégantes qu'elle portait quand il vivait chez moi. Quand elle m'a vue, elle a couru vers moi. « Éléonore, Dieu merci vous êtes venue. Thomas n'arrête pas de demander après vous. Il va très mal, les médecins disent que... » Que disent les médecins, Camille ? Qu'il pourrait ne pas survivre. L'accident a été très grave. Il a percuté un arbre avec sa voiture. Les médecins pensent qu'il l'a fait exprès. J'ai senti mes jambes flancher. Exprès ? Mon Thomas avait essayé de... Pourquoi ? Pourquoi ferait-il une chose pareille ? Camille a baissé la tête, les larmes coulant sans arrêt. Après votre départ de Paris, il est entré en dépression profonde. Il ne pouvait plus travailler, ne pouvait plus dormir. Il disait qu'il avait perdu la seule personne qu'il aimait vraiment au monde. Qu'il était un fils terrible. Qu'il ne méritait pas le pardon. Chaque mot de Camille était comme un coup de poignard dans ma poitrine. Que avais-je fait ? Il répétait sans cesse, « Maman avait raison. Je suis un fils indigne. Elle m'a donné sa vie entière et moi je l'ai traitée comme un fardeau. Camille, comment avez-vous vécu ces 3 mois ? Nous avons trouvé un petit studio dans la banlieue de Lyon. Thomas a perdu son travail à cause de sa dépression. J'ai dû prendre 2 emplois, serveuse le jour, nettoyage de bureau la nuit. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que signifie lutter pour survivre. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Ils avaient enfin appris ce que c'était que de travailler dur pour joindre les 2 bouts.
Et j'ai compris à quel point nous avions été ingrats envers vous. Vous qui nous donniez tout sans rien demander en retour. J'ai couru vers la chambre où Thomas était hospitalisé. Il était connecté à plusieurs appareils, son visage pâle et blessé. Des bandages entouraient sa tête, et des tubes l'aidaient à respirer. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. « Maman, tu es venue. » J'ai pris sa main, la sentant froide et fragile. Cette main qui enfant tenait la mienne si fort quand nous traversions la rue, cette main qui m'avait dessiné tant de cartes de fête des mères maladroites mais pleines d'amour. Bien sûr que je suis venu, mon fils. Je serai toujours là pour toi. Maman, me pardonnes-tu? J'ai été un fils terrible. Je ne méritais pas tout ce que tu as fait pour moi. Ce n'est que maintenant que je comprends à quel point tu es importante dans ma vie. Les larmes coulaient sur mon visage sans contrôle. Thomas, ne parle pas comme ça. Tu vas aller bien. Nous allons aller bien. Maman, j'ai vendu tout ce que nous avions pour payer le loyer d'un appartement minuscule. Camille a dû recommencer à travailler. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que c'est que de lutter pour survivre. Et j'ai compris à quel point tu as lutté pour nous donner le confort. Il s'est arrêté, respirant difficilement. Sais-tu ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas de ne plus avoir la maison. Ce n'est pas de ne plus avoir d'argent. C'est de t'avoir perdu. C'est de savoir que j'ai maltraité la seule personne qui m'aimait vraiment inconditionnellement. À ce moment, toutes les rançures que je portais ont simplement disparu. Je regardais mon fils, pas l'homme égoïste qu'il était devenu, mais mon petit garçon blessé et repentant. Thomas, tu ne m'as pas perdu. Je serai toujours ta mère. Il a serré ma main avec le peu de force qu'il avait. Maman, puis-je te confier un secret? Dans les 4 voyages que nous avons faits sans toi, j'ai passé tout le temps à penser à quel point ce serait plus amusant si tu étais là. Tes plaisanteries, tes observations, ta façon de t'émerveiller devant les choses simples. Nous t'excluions, mais sans toi les voyages n'avaient pas de saveur. Thomas. Non, laisse-moi finir. Quand nous étions à Nice, Camille et moi avons visité le musée Matisse. Tu sais ce que j'ai pensé? Que tu aurais adoré voir les œuvres en vrai. Tu aurais lu tous les panneaux explicatifs, tu aurais posé 1000 questions au guide. Et nous aurions ri de ton enthousiasme au lieu de l'apprécier. Pendant les 15 jours suivants, je ne suis pas parti du côté de Thomas. J'ai dormi sur la chaise de l'hôpital, j'ai tenu sa main pendant les procédures, j'ai parlé avec lui de tout et de rien. Lentement, il s'est rétabli, non seulement physiquement, mais émotionnellement. C'est pendant cette période que nous avons eu les conversations les plus honnêtes de nos vies. Il m'a raconté la pression qu'il ressentait à être le fils parfait après la mort de son père. Je lui ai parlé de la solitude que je ressentais même en étant entouré de famille. Nous avons tous les deux pleuré, ri, et nous nous sommes redécouverts comme mère et fils. Camille venait tous les jours après son travail. Elle m'apportait des sandwichs, s'assurait que j'avais mangé. Petit à petit, j'ai vu émerger la vraie femme qu'elle était sous les couches d'égoïsme, une femme travailleuse, loyale, qui avait simplement été gâtée par la facilité. Un après-midi, quand Thomas allait déjà beaucoup mieux, il m'a posé une question inattendue. « Maman, as-tu encore une partie de l'argent de la maison? » « Oui, Thomas. »« Pourquoi? »« Je veux te faire une proposition. Achetons une maison ensemble. Pas comme avant, quand Camille et moi étions des parasites. Mais comme une vraie famille. Je vais travailler, Camille va travailler, et nous partagerons toutes les dépenses équitablement. Et surtout, il s'est arrêté, ses yeux se remplissant de larmes. Surtout, je veux voyager avec toi vers tous les endroits dont tu rêves de connaître. Thomas, tu es sûr? Maman, j'ai 45 ans et je viens de comprendre que le trésor le plus précieux que j'ai dans la vie, c'est toi. Je ne veux plus gaspiller une seule journée à te tenir pour acquise. 3 mois plus tard, nous avons acheté une maison charmante dans la banlieue de Lyon. Pas aussi grande que la précédente, mais parfaite pour notre nouvelle dynamique familiale. Thomas est retourné au travail plus motivé que jamais.
Il avait trouvé un emploi dans une entreprise de rénovation, travail physique qui l'aidait aussi à reconstruire sa confiance en lui. Camille, qui avait beaucoup mûri pendant cette période difficile, est devenue la belle-fille affectueuse que j'avais toujours souhaité avoir. Et savez-vous quel a été notre premier voyage ensemble? Rome. La ville éternelle, où nous avons marché ensemble dans les rues historiques, mangé des gelatos, et ri jusqu'à en avoir mal au ventre. Thomas tenait à photographier chaque moment, disant « Je veux garder tous les souvenirs avec toi, maman ». Nous avons visité les mêmes endroits où Henri et moi avions été, mais cette fois avec Thomas et Camille. Quand je leur ai montré la photo de Henri et moi au Vatican, Thomas a souri. « Maman, je suis content que tu aies rencontré quelqu'un qui te rend heureuse. Tu mérites d'être aimée. » Ces mots, venant de lui, valaient plus que tous les trésors du monde. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, notre maison est remplie de photos des voyages que nous faisons ensemble. Toscane, Grèce, Maroc, Portugal, et oui, nous sommes retournés à Nice, cette fois tous les 3 ensemble, comme cela aurait dû être depuis le début. Thomas a encadré une photo de nous 3 sur la promenade des Anglais et l'a mise sur son bureau au travail. Quand mes collègues me demandent qui c'est, je leur dis avec fierté, c'est ma mère, la femme la plus courageuse que je connaisse. J'ai appris qu'il faut parfois perdre quelqu'un pour valoriser ce qu'on a. Thomas a appris qu'une mère n'est pas un fardeau, mais le plus grand trésor que quelqu'un puisse avoir dans la vie. Et Camille a appris qu'une belle-mère peut aussi être une amie et une compagne d'aventure. La leçon la plus importante de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour enseigner la valeur du respect et de l'amour. Et surtout, ne sous-estimez jamais une femme de 71 ans avec 340 000 € et beaucoup de détermination dans l'âme. Parfois, pour sauver une famille, il faut d'abord avoir le courage de la détruire. Parfois, le plus grand acte d'amour est d'enseigner aux gens ce que c'est que de vivre sans vous. Et parfois, les meilleures histoires commencent exactement quand on pense que tout est fini. Aujourd'hui, quand je me réveille le matin dans notre nouvelle maison, j'entends Thomas et Camille parler des prochaines destinations de voyage qu'ils veulent connaître avec moi. Et savez-vous ce qui m'émeut le plus? J'entends de l'amour et du respect dans leur voix quand ils parlent de moi. Chaque centime en valait la peine, chaque larme, chaque moment de douleur. Parce qu'à la fin, je n'ai pas seulement récupéré mon fils, j'ai gagné une vraie famille. Et Henri? Henri fait maintenant partie de notre famille aussi. Il vient dîner tous les dimanches, et Thomas et lui discutent littérature pendant que Camille et moi préparons le repas. La vie m'a donné une seconde chance d'être heureuse, et cette fois, je ne la gaspille pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que mon histoire a touché quelque chose au fond de votre cœur. Peut-être reconnaissez-vous votre propre vie dans ce récit. Peut-être vous êtes-vous aussi déjà sentis invisibles dans votre propre maison, oubliés par les enfants que vous avez élevés avec tant d'amour. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment vivent des situations similaires. Je sais qu'il y a des gens qui ont aussi déjà été exclus des vacances familiales, qui se sont aussi déjà sentis comme un poids dans la vie de leurs propres enfants. Je sais qu'il y a des personnes qui se demandent en ce moment même, où ai-je fait une erreur? Pourquoi mes enfants ne m'apprécient-ils pas? Laissez-moi vous dire une chose, vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez donné de l'amour, vous vous êtes sacrifié, vous avez fait de votre mieux. Et s'ils ne le reconnaissent pas aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils n'ont jamais appris la vraie valeur d'avoir des parents. Mon histoire peut sembler radicale, mais parfois il faut une attitude radicale pour réveiller ceux qui ont perdu le fil. Parfois il faut montrer aux gens ce qu'ils ont avant qu'il ne soit trop tard. Vous qui m'écoutez et reconnaissez votre histoire dans la mienne, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous qui envisagez peut-être de tout laisser à des enfants ingrats, réfléchissez à 2 fois. Votre vie n'est pas finie. Vous pouvez encore choisir d'être heureux. Et vous qui êtes peut-être fils ou fille et vous reconnaissez dans le Thomas de cette histoire, il est encore temps. Il est encore temps d'appeler votre mère, de demander pardon, de montrer que vous l'appréciez. N'attendez pas qu'elle doive vendre sa maison pour réaliser à quel point elle est importante. Je veux vraiment savoir ce que vous avez pensé de cette histoire. Commentez ici en bas si vous avez aussi vécu des situations similaires.
Partagez vos expériences, parce que parfois on se sent moins seul quand on découvre qu'on n'est pas les seuls. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille? Avez-vous déjà été exclu de moments importants? Ou peut-être êtes-vous de l'autre côté de l'histoire? Avez-vous déjà traité vos parents comme s'ils étaient un fardeau? N'ayez pas honte de partager. Ici c'est un espace sûr, où chaque histoire compte, où chaque sentiment est valide. Et si vous voulez continuer à écouter des histoires vraies comme celle-ci, des histoires qui touchent le cœur et nous font réfléchir sur nos propres vies, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que chaque semaine j'apporte des témoignages de personnes courageuses qui ont décidé de changer leur vie, même après 60, 70 ans. Souvenez-vous, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte c'est d'avoir le courage de vivre avec dignité et d'être respecté par ceux qui devraient nous aimer. À la prochaine rencontre, et n'oubliez jamais votre propre valeur.